Shalom les Koulam, Boker Tov à tout le monde. On est Yom Revi'i Rabotai, Yom Revi'i, et donc on est dans notre étude de la Parashat Shavua, évidemment. Et donc cette semaine, gros morceau, Parashat Balak. Parashat Balak, alors il y a plein de choses à raconter, il y a plein de choses à dire, évidemment. La première chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre une chose très simple. Balak n'est pas le héros de la paracha. Balak n'est pas le héros de la paracha, alors pourquoi la paracha porte son nom? C'est-à-dire que le héros de la paracha, le personnage principal de l'histoire s'appelle Bilam. Et en fait, cette paracha est assez unique dans son genre comparé aux autres parachutes de la Torah. Pourquoi? Eh bien, parce que les autres parachutes de la Torah nous racontent une histoire vécue par les Bnei Israël. Alors que cette paracha-là est la seule. Alors, si on met de côté évidemment la dernière partie de la paracha, mais la grosse partie avec Bilam et tout ça, c'est une paracha que les Bnei Israël n'ont pas vécue. Ils ne l'ont pas vécue, ils n'ont pas entendu parler de cette histoire-là. C'est-à-dire que toute l'histoire se passe entre Bilam, Balak, les gens qui sont avec eux, mais à aucun moment il y a un contact avec les Béné Israël. Et donc, on est en droit de se poser la question, mais alors qu'est-ce qu'elle fait dans notre Torah? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une histoire, j'ai envie de dire, on dit d'habitude juif aux juifs, là j'ai envie de dire goyi goyite, c'est-à-dire c'est une histoire entre des non-juifs qui ont un rapport, qui expriment leur rapport avec nous. Ah, tu dis, c'est pour mettre l'accent que, bien qu'il soit malveillant, il est dans cette route. Pourquoi pas? Mais toi, tout ça pour dire que c'est lui qui porte le titre de la paracha. Alors, on va voir que c'est pas aussi évident que ça. Mais avant de répondre à la question de pourquoi la paracha s'appelle Balak, ce qui m'intéresse là, c'est de comprendre, mais c'est une paracha qui, en fait, les Bnei Israël ne l'ont pas vécue. Et donc, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'elle est là? Alors, évidemment, c'est Dieu qui l'a dévoilée à Moshe. Mais ça fait de cette paracha une paracha unique. Puisque finalement, si Dieu ne l'avait pas dévoilé à Moshe, les Bnei Israël, tu leur aurais demandé, vous êtes au courant de ce que Bilam, il a essayé de vous maudire, il a béni? On n'était pas là. Et donc, ça nous ramène à ce que nous dit le Talmud, que c'est bel et bien Moshe qui a écrit Parashat Balak. Parashat Bilam, c'est marqué dans le Talmud. Puisqu'on nous dit la chose suivante. Moshe katav sifro ve sefer Yov ve Parashat Bilam. Et la première question que pose le Talmud, c'est de dire, d'accord, Moshe, il a écrit toute la Torah, donc qu'est-ce que ça change? Non, il y a trois choses qui sont propres à Moshe. Trois écrits propres à Moshe. Le premier, donc, Yov. Ensuite, Sifro. Il va falloir comprendre ce que c'est que Sifro. Et Parashat Bilam. Yov, c'est clair, c'est le livre de Yov. J'enfonce une porte ouverte. Quoi? De dire que les Bnei Israël ne sont pas au courant? Oui, mais bien sûr que c'est une porte ouverte, mais elle est tellement ouverte qu'il faut la prendre. C'est-à-dire, c'est la seule paracha de la Torah où les Bnei Israël n'ont pas du tout participé à cette paracha et pourtant elle est marquée. Regarde, quand tu prends la paracha du veau d'or, quand Moshe il va donner le paracha de Kitissa aux Bnei Israël, ils vont lire ça, ils vont dire, ah ouais, on se rappelle de ce qui s'est passé. Quand on va leur parler des Beraglim, ils vont dire, ah ouais, on se rappelle. Mais là, on leur raconte une histoire qu'ils n'ont pas vécue. Donc pourquoi c'est tellement important? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour mettre en place véritablement la dimension de Moshe. À savoir, comme je le disais, donc il a écrit 3 livres. Yov, Sifro et Parashat Bilam. Alors Yov, on a dit, c'est le livre de Yov. Sifro, nous dit le Talmud, c'est les 85 lettres qui forment la paracha de Vayi bin Soharon. C'est-à-dire que dans le livre de Bamidbar, lorsque Moshe va demander à Yitro de bien vouloir nous accompagner dans le désert, Moshe propose à Yitro donc de les accompagner, mais Yitro dit non, et juste après que Yitro dise non, je vais rentrer chez moi, alors Moshe prend le rôle qu'il destinait à Yitro, et il dit, Vayi bin Soharon, vayomer Moshe, kuma Hashem, veyafutsu ivecha, veyanmutsu mesanecha mipanecha. Ça aurait dû être dit par Yitro, et comme il a refusé de le faire, alors Moshe a rempli le rôle.
Et parachat Bilam, c'est l'histoire qu'on connaît maintenant dans notre parachat. En d'autres termes, la névoie de Yov, toute l'histoire de Yov, qui le vit? Yov. Mais Moshe est capable d'écrire ce que vit Yov. Yitro, c'est l'identité de Yitro. Moshe est capable de se substanter à Yitro. Et l'histoire de Bilam, eh bien c'est Bilam qui l'a vécu. Moshe écrit sa paracha. Qu'est-ce que cela nous décrit? Eh bien, ça nous décrit que Moshe, il est capable d'être Yov, d'être Yitro et d'être Bilam. Eh oui, car il faut comprendre, les trois personnages en question sont intimement liés. Le Midrash nous dit que oui, bien sûr, Moshe a écrit toute la Torah. Encore une fois, Moshe a écrit toute la Torah, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi le Talmud veut préciser qu'il a écrit, en plus du fait que tu saches qu'il a écrit toute la Torah, alors on te précise qu'il a écrit Yov, bon là tu vas me dire, j'ai pas de problème parce que c'est pas dans la Torah, mais on te précise qu'il a écrit Parashat Vayi Binso Aaron et Parashat de Bilam. C'est-à-dire que oui, il a écrit aussi Parashat Balak, la fin, et il a aussi écrit Parashat Rukat et ainsi de suite. Mais on veut te dire que ce qui est propre à Moshe dans la Torah, c'est-à-dire tout le reste de la Torah, Moshe n'est qu'un recopieur. Dieu qui lui fait la dictée et Moshe l'écrit. Mais il y a trois écrits qui sont propres à Moshe. Certes, Dieu lui a dicté comme le reste, mais ce sont trois écrits qui sont en accord avec ce que représente Moshe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les trois personnages sont intimement liés. Le Midrash nous dit que ce sont eux, les trois conseillers de Pharaon, qui vont devoir gérer lorsque Moshe arrive devant Pharaon en tant que bébé. Ce sont eux qui vont accompagner donc le destin de Moshe. Et on connaît l'histoire dans le Midrash que Bilam a été pour le tuer, Yitro a été pour le sauver, et Yov n'a rien dit. Et donc le Talmud dira dans le Midrash, et le Talmud reprendra en disant que comme Yitro a bien parlé, finalement il sera récompensé. Yov, il n'a rien dit, donc il sera mis sous épreuve. Et tout le livre de Yov, voilà l'épreuve. Et Bilam, qui a mal parlé, il sera mis à mort. Donc, on voit ici que ces trois personnages sont liés entre eux, mais liés à Moshe. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ces trois personnages prétendent à ce que leur névoie, à ce que leur façon de voir le monde soit d'ivrei Torah. Yov demande à ce que ces paroles soient écrites dans le livre. En d'autres termes, il voit ces paroles comme étant les paroles du livre. Yitro, j'en parle même pas, c'est lui qui vient donner les consignes à Moshe de comment on organise le dévoilement de Dieu. Quant à Bilham, Yodea Da'at Elion, il est capable de mettre en place véritablement la volonté du Créateur et de la dévoiler ici. Et pourtant, ni Bilham, ni Yitro, ni Yov ne seront ceux qui vont donner la Torah. Parce que ce sont tous les trois des spécialistes dans un domaine, alors que pour donner la Torah, il faut être un spécialiste dans les trois. Yov, quand on lit le livre de Yov, tout le livre, on pourrait le résumer en la souffrance humaine, la souffrance existentielle. Yov est un spécialiste de ce qu'on va appeler en hébreu Ben Adam Le'atzmo, l'homme face à lui-même. Yitro est un spécialiste de ce qu'on appelle Ben Adam La'Chavero. Il explique comment on organise la vie d'une cité. Alors que Bilam est le spécialiste de Ben Adam La'Makom, Shetum Ain, Yodea Da'at Elion, comme on a dit tout à l'heure. L'un est un spécialiste de l'homme face à lui-même, l'autre est un spécialiste de l'homme par rapport à son prochain, et le troisième est un spécialiste de l'homme par rapport à Dieu. C'est très bien, mais pour donner la Torah, il faut être les trois. Le fait que le Talmud nous dise que Moshe a écrit les trois livres montre que Moshe il est un spécialiste dans les trois dimensions. Et c'est la raison pour laquelle c'est bel et bien Moshe qui est Yov, Moshe qui est Yitro et Moshe qui est Bilham. C'est ce qu'on vient de nous dire quand on nous dit que Moshe katav parashat Bilam. Bien sûr qu'il a écrit toute la Torah, mais celle-là, il se l'approprie. En d'autres termes, il est capable de lui-même prophétiser les prophéties de Bilam. Alors de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que la paracha s'appelle Balak, alors que Balak n'est pas véritablement le héros, entre guillemets, de l'histoire? Eh bien, en fait, Balak a quand même une un gros rôle dans l'histoire. C'est lui qui va engager Bilam. Alors que si on regarde bien le texte, il n'a rien à craindre. C'est-à-dire qu'il engage Bilam pour maudire les Bnei Israël. On pourrait penser, parce que le premier verset de la paracha nous dit qu'il a peur parce qu'il a vu tout ce qu'Israël a été capable de faire à Sichon et Og.
Donc ce sont des grands conquérants, on peut se dire, il a peur pour lui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas à avoir peur pour lui. Car dans le livre de Devarim, qui certes n'a pas encore été écrit, mais les choses sont, semble-t-il, connues, eh bien, nous n'avons pas le droit de faire la guerre à Ammon et Moab. Balak, en tant que roi de Moab, sait qu'il n'a rien à craindre d'Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'Israël est en train d'être comme un taureau, un bœuf, qui est en train de manger toute l'herbe autour de lui, et lui, il est face à Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vache, un bœuf manger. Il sort sa langue, et Baruch Hashem, ça c'est de la langue, et il prend tout ce qui est tout autour. La seule herbe, entre guillemets, qui n'a rien à craindre du taureau, c'est celle qui est mamache devant sa bouche, puisque la langue va faire tout le tour. En d'autres termes, on peut être ah ben évidemment, évidemment. C'est-à-dire que Bilam est un produit spirituel. Nahon, il ne peut pas être un pro du judaïsme. C'est pour ça qu'il ne donne pas la Torah, parce que la Torah n'est pas que dans les Élionim. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur que Bilam dans sa perception de la dimension spirituelle. C'est pour ça que nous dirons nos sages par rapport au dernier verset de la Torah, Ken velo kam beIsraël ke Moshe. Nous dirons nos sages que beIsraël lo kam, אבל באומות kam, c'est Bilam ben Beor. C'est-à-dire que Bilam, il est au niveau de Moshe, au niveau de la névoie. Certains diront même plus que Moshe. Ken, à la différence que Moshe a aussi les pieds sur terre, alors que Bilam, il est que là-haut. Mais qui dit Balak, il n'a rien à craindre des Bnei Israël. Et c'est donc justement pour ça qu'il devient si intéressant. Parce qu'il est celui qui veut annihiler l'avancée de Am Israël sans qu'officiellement ça lui ajoute quoi que ce soit. C'est un idéaliste antisémite. C'est pas un petit antisémite de base, c'est un idéaliste. Et il va ouvrir la porte à cet autre idéaliste qui s'appelle Bilam. Bilam connaît très bien le peuple juif. Il sait très bien qu'Am Israël a été choisi par Dieu. Il le dit d'ailleurs, je ne pourrai rien faire avec ce peuple sans que Dieu ne me laisse le faire. Et c'est justement parce qu'il connaît le peuple juif et qu'il n'en fait pas partie qu'il a une haine extrêmement profonde pour les Bnei Israël. D'ailleurs, Bilam vient de Aram Naharaim, il vient de Haran. Nos sages diront que Béor n'est autre que le fils de Lavan. Bilam serait donc le petit-fils de Lavan, Lavan à Arami. Lavan à Arami était celui qui, par excellence, a voulu empêcher que Yaakov ne devienne Israël. À chaque fois dans l'histoire, on va avoir droit à des antisémites. Mais il y a deux sortes d'antisémites. Il y a l'antisémite petit, Katan. On lui a dit qu'il ne faut pas aimer les juifs, il n'aime pas les juifs. Il ne les connaît même pas. Et il y a au contraire ceux qui sont des spécialistes du peuple juif. Et justement à cause de ça, ils sont fondamentalement opposés au Ham Israël. Opposés au projet qu'ils représentent. Justement parce qu'ils le connaissent très bien. On appelle ça en français de la jalousie. Nimrod s'appelait Nimrod parce que Makir et Ribono ou Mitkaven Nimrod Bo. Il connaît son maître, son patron, et c'est en connaissance de cause qu'il se révolte. Eh bien, tous ces Bilam dans l'histoire savent très bien qui est le peuple juif et ils veulent leur empêcher de s'exprimer. On va revenir à Bilam, mais il y en a eu d'autres des Bilam dans l'histoire. Dans l'histoire, on a eu, par exemple, Apion, décrié par Flavius Joseph, un des grands prêtres hellénistes de l'époque du 1er siècle, complètement fondamentalement antisémite, mais tu vois dans ce qu'il écrit qu'il connaît très bien le peuple juif. Et ça l'énerve énormément parce qu'il n'en fait pas partie. Je passe sur tous ces traîtres qui étaient partisans du peuple juif et qui ont décidé justement de se détacher pour pouvoir exister un petit peu. Je parle de Paul, Shaoul de Tarse. Je parle plus tard, alors lui n'était pas juif, je parle de Augustin, un des 4 pères de l'Église, qui connaissait très bien le judaïsme, qui a inventé le mythe du déicide. Combien de pogroms et de sang juif a été versé à cause de lui? Et les chrétiens l'appellent Saint Augustin, qu'il aille pourrir en enfer jusqu'à la fin des temps. Et après, on aura Omar, eh oui, le premier calife, successeur à Mahomet, qui va inventer la dhimmi pour les juifs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'il sait très bien
encore une fois, Alex, tu as raison, que Balak, il sait très bien que s'il n'a rien à craindre physiquement d'Israël, le fait qu'Israël va rentrer va imposer un chamboulement complet de l'ordre du monde, un chamboulement complet dans la façon de se lier à Dieu, dans la morale, bien évidemment. N'oublie pas que Balak, roi de Moab, bah, Moab, c'est la version pas réussie des élèves d'Abraham. Donc il est évident qu'à partir du moment où la version réussie bah, arrive, bah, tu comprends que ça va pas marcher, quoi. Elle mal à la saute. Et donc forcément que ça fait mal, bien sûr. Et donc je reprends ma liste. Parce qu'après Omar, qui va inventer la dhimmi, qui ne veut pas laisser les Juifs s'exprimer, eh bien après on va avoir dans l'Inquisition tous les Torquemada de l'histoire, qui venaient de familles juives, qui savaient très bien ce que représentait le peuple juif, et donc se sont battus contre eux, pour arriver jusqu'au 19e siècle avec un Nietzsche qui connaît très bien le peuple juif, c'est un spécialiste du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il devient antisémite profond. Mais pas antisémite genre antisémite parce que je connais la grandeur de ces personnes-là. Prenez un mec comme Alain Soral, aujourd'hui, en France. Mais tu vois que le mec, il a étudié deux, trois textes. Il connaît. Et ça l'énerve. Ça l'énerve énormément. Alors en France, il est obligé de se défendre et il dit qu'il n'est pas du tout antisémite, que lui, il a un problème avec le communautarisme juif et le projet sioniste et tout ça, machin. Mais parce qu'il sait très bien qu'en vérité, c'est de cela qu'on parle. Bien évidemment. Am Israël a un rôle à jouer. Lorsque toi, tu comprends que ce rôle est important, mais que tu n'es pas celui qui doit jouer ce rôle, caché les. Vous voyez tous ces footballeurs qui, à une semaine de la fermeture de la sélection pour l'équipe de France, pour la Coupe du Monde, tous les joueurs qui sont un petit peu pas sûrs d'être sélectionnés, ils vont multiplier les phrases dans la presse, dans les réseaux sociaux, pour dire que l'entraîneur, il est génial, il sait ce qu'il fait, il faut lui faire confiance, machin. Et dès que finalement la liste est tombée et qu'ils ne sont pas dedans, c'est les premiers à dire ah, c'est pourri, machin. Parce qu'ils sont dégoûtés. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas été sélectionnés dans l'équipe de troisième division de Guingamp. Excusez-moi pour les Guingampais. Regarde-moi ça. Regarde-moi ces politiciens. Regarde-moi ça. Je suis fan de mon peuple juif. Mais comme disait le Rav Kook, et on a dit la semaine dernière, c'est pas parce que je suis fan du peuple juif et de ce qui se passe en Israël que je vais pas dire là où ça va pas. Comment, Ribon Kol Olamim, comment tu veux que je fasse confiance pour l'instant, je dis bien pour l'instant, aux politiciens de ma Knesset bien-aimée? Je veux dire, et ils te disent tous, mais non, c'est pas vrai, moi j'ai toujours été constant. Mais quelle constance! 2 jours avant qu'on ferme la coalition, tout le monde était le copain de Bibi, tout le monde disait non, mais il faut faire confiance, non, mais c'est bien, on fait ça de manière réfléchie, machin, nan, nan. Et bam, t'es pas dans la coalition, et ben voilà, qu'est-ce que je casse du sucre sur tout ce qui passe? C'est parce que tu sais à quel point c'est important et que tu es dégoûté de ne pas être dedans. Ça faisait Katan, il me colle à Kavod Katan. Et bien que je puisse tout à fait me reconnaître dans certains de ces dirigeants-là, ils ont encore une fois montré la catnoute. Et c'est assez malheureux. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, la chose suivante. Kin'a, motzi et adam mina olam. Mais tu es mécané que lorsque tu penses que ce qu'a l'autre, ben, c'est quelque chose que toi, tu devrais avoir. Ben, pourquoi c'est motzi otra mina olam? Parce que si tu penses que tu devrais l'avoir, que lui, il l'a et c'est pas juste, c'est-à-dire que tu ne reconnais pas le projet de création d'Akadosh Baruch Hu, que ce que lui doit représenter, c'est pas ce que toi tu dois représenter. Mais lorsqu'on rentre dans le détail de l'histoire de notre cher Bilam, eh bien, on va se rendre compte de quelque chose d'assez prodigieux. Donc, on connaît l'histoire. Bilam, finalement, il veut y aller. Pour les raisons qu'on a expliquées là maintenant. Et quand il va, il prend avec lui son Aton. Mais pour le format de l'histoire, la Torah voudrait-elle nous dire que ça, Fritra, Eritra, peut-être tu veux dire, je sais pas, la raison qui ne nous accepte pas. Si c'est le cas, comment atteindre cet idéal de Or Lagoïm? Ah, Pachout! Pachout! Comment tu veux que les nations ils puissent accepter Or Lagoïm si toi-même tu leur dis ah mais pas du tout, moi j'ai rien à voir avec vous. C'est-à-dire tant qu'un Israël il continuera à dire deux choses, soit moi je n'ai rien de particulier, je suis une nation comme une autre,
À ce moment-là, les nations, ils te disent, bah alors pourquoi tu nous saoules depuis 3000 ans? Et, ou alors, quand on dira, écoutez, vous les goïms, vous êtes les goïms, nous on s'occupe de nous, nous on est entre nous on est Am Israël, et nous on s'occupe d'Akoush Borou. Bah alors pareil, bah alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ne nous saoule pas. C'est-à-dire, tant que tu ne viens pas avec véritablement un message pour les goïms, en leur disant qu'ils ont aussi un rôle à jouer, et en leur expliquant quel est ce rôle à jouer, et en leur montrant bien que ce rôle, il n'est pas moins grand que le tien, il est juste différent. Bah alors ils t'accepteront. T'es pas shoot. Quand tu veux faire une transplantation, tu prends, je sais pas moi, t'as un rein qui marche pas. Et donc, tu quelqu'un qui te fait une transplantation de rein. Sûrement, le médecin, il dit, attends, il lui manque un rein. Ouais, bon, d'accord, mais il lui manque aussi un bras. Viens, on va lui mettre le rein à la place du bras, c'est déjà bien. Mais ça ne marchera pas. Parce que c'est pas son rôle, c'est pas ce qu'il doit jouer. Donc, tant que tu continueras à dire aux nations que toi, tu ne remplis pas un rôle particulier, bah, ça ne marchera pas. Mais pas du tout. L'antisémitisme, il y en a deux, j'ai dit. Il y a l'antisémitisme katane, qu'on m'a dit qu'il fallait être antisémite, et point. Et cet antisémite-là, ce mec qui connaît même pas, tu sais, le fameux antisémite, moi je défends la cause palestinienne, mais il saurait même pas te montrer où c'est la Palestine sur la carte. Eh bien, le mec là, c'est Stam, c'est Bakatan. On lui a vendu plein de choses. Mais c'est pas lui qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont vendu. Et ceux qui ont vendu, eh bien, c'est soit parce qu'ils en ont marre que tu prennes pas tes responsabilités, soit parce qu'ils en ont marre que tu les exclus du rôle qu'ils ont eux aussi à jouer dans le dévoilement du monde. Donc, c'est pas inné. Non, c'est pas inné. À l'époque de Shlomo, il y avait véritablement une hégémonie où le peuple juif et les nations étaient unis pour le dévoilement de Dieu. Ça n'a pas très bien marché longtemps, mais c'est un idéal à atteindre. Tu dis, Laurence, encore faut-il savoir quel est le rôle des nations. Moi, je ne sais pas. Mais ça a l'air. Alors, toi, il faut que tu étudies. C'est comme tout, hein, ça s'étudie. Comment est-ce qu'un juif, il sait comment on fait le Shulchan Aruch? Eh bien, on étudie. Comment un juif, il sait ce qu'il a à dire aux nations? Eh bien, il étudie. C'est vrai que si tu n'es pas encore prête, eh ben, va pas toi devenir l'ambassadrice du peuple juif auprès des nations. Mais Baruch Hashem, on a des rabbinim qui commencent à véritablement s'en occuper. Le Rav Cherki, par exemple. OK? Bekitsour, quand le Bilam va partir sa mission, il part avec son ânesse. Et à ce moment-là, va se passer quelque chose de très particulier. L'ânesse va voir cet ange. Cet ange, Imlat Acherev Amitapechet. Cet ange, qui est le même que l'ange qui est mis en place dans le livre de Bereshit, pour garder le chemin de Etz Hachaim. Cette ânesse le voit, et Bilam ne le voit pas, 3 fois. Finalement, par exemple, Bnei Noach, tout à fait. Et à ce moment-là, eh bien, l'ânesse, au bout de la 3e fois, n'en peut plus, et va, je ne sais pas si en le voulant ou pas en le voulant, l'homme chané, elle va faire véritablement preuve de faire marche arrière, et ça va faire mal physiquement à Bilam. Bezrat Hashem. On va essayer que les cours ils soient bons, toujours. Bezrat Hashem. Bekitsour, et donc, elle essaye donc de refaire marche arrière, et la Torah nous dit qu'elle a bloqué le pied de Bilam contre le mur, et donc, à ce moment-là, Bilam la frappe. Et ce qui nous intéresse, c'est Vaïftach Hashem et Piaton. Dieu ouvre la bouche de l'ânesse et lui dit, mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ton ânesse, j'ai toujours été bien avec toi, pourquoi tu me frappes? Ce qui est incroyable, c'est que Bilam n'a pas l'air surpris du tout que son ânesse parle. Tov. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Et c'est ça qui nous intéresse. Il dit Italalt bi. Italalt bi. Si on comprenait mal les choses, on dirait tu m'as persécuté, genre tu m'as fait mal aux pieds. Mais c'est tellement pas ça. Mais alors tellement pas ça. La notion de l'italel persécuté revient encore une fois dans la Torah. Dans le livre de Shemot, mais à l'époque de Balak, le peuple juif venait à peine d'être constitué, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas remplir leur rôle au peuple juif. On ne peut pas leur en vouloir de ne pas vouloir remplir leur rôle. L'onachon. On peut très bien leur en vouloir.
On peut très bien leur en vouloir, tout à fait. Leur rôle, c'était quoi à ce moment-là? Leur rôle à ce moment-là n'était pas encore de faire de la philosophie pour expliquer au monde Da'at Hashem. Leur rôle, c'était à l'époque de ne pas avoir peur de conquérir la terre d'Israël et d'exploser leurs ennemis. Or, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment montré qu'ils étaient capables de le faire. Ils commencent à peine. Ils commencent à peine quand ils ont fait la guerre de Sichon et de Og, et c'est donc pour ça que Balak maintenant a peur. Donc, à chaque époque, son message, le message de l'époque de la Torah, c'était que pour que le message de la Torah passe, il fallait d'abord exploser nos ennemis. Nachon. C'est ça. Bekitsour, la notion leitalel revient une autre fois dans la Torah. Dans le livre de Shemot, lorsque Dieu se dévoile à nous, il va dire à Moshe la chose suivante. Écoute, Moshe, il est temps que tu dises au peuple juif quelle est ma carte de visite, mon CV, dit Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu parles de qui? Des Bnei Israël ou des autres? Si tu parles des Bnei Israël, pour l'instant, on vivait en huis clos. Tu as raison. Bien sûr que tu as raison. C'est pour ça que là, à ce moment-là, on leur en tient pas rigueur. Et c'est la raison pour laquelle Bilam ne va pas avoir d'interaction avec nous. Balak non plus. C'est-à-dire que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette paracha, on l'a pas vécu. Pourquoi? Pour que tu comprennes que ce qu'ils revendiquent est juste, mais ils ne peuvent pas encore le revendiquer contre nous. Donc c'est pour ça que cette paracha, Moshe, à son niveau, la comprend, mais nous, on ne l'a pas vécu. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, on ne peut pas encore venir bêta-anot, on ne peut pas encore porter un jugement et une réprimande au peuple juif, parce qu'il n'est pas encore celui qui va pouvoir le faire. Mais ça viendra dans notre génération, c'est évident que oui. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, les Béné Israël, eh bien, n'étant pas encore dans la scène publique internationale, ils ne peuvent pas encore remplir leur rôle. Donc, l'argument de Balak et de Bilam, eh bien, est extérieur. Il est tourné contre les Béné Israël, mais il est extérieur aux Béné Israël. Les Béné Israël ne sont pas dans le jeu. Aujourd'hui, on est dans le jeu. OK? Kitsour, je reviens sur mon histoire. Moshe, Dieu lui dit, voilà mon CV. Je vous ai sorti d'Égypte, Leman tesaper beozne bincha ou ben bincha. Voilà ce que tu devras raconter à tes enfants et à tes petits-enfants. Quelle est la carte de visite de Dieu qu'on doit donner à nos enfants et petits-enfants? Et asher it'alalti bemitzrayim. Le fait que j'ai persécuté l'Égypte. Et la question que je me pose, c'est quoi? C'est vrai, c'est ça, la carte de visite de Dieu? It'alalti bemitzrayim. Il n'y a que ça que je dois dire à mes enfants et mes enfants? Et la réponse est non. Évidemment que non. C'est juste qu'on a mal traduit les italel. Mais c'est les italel, qui revient deux fois. Donc ici avec les Bnei Israël, la carte de visite de Dieu, et ici avec notre ânesse. Les italel nous dit Rabbeinu Bechaye. C'est à comprendre comme on l'a dans le Patach Pitra de Eliyahu Hanavi Zachor Latov. Patach Eliyahu Zachor Latov. Anteu illa ta'ilot vesibat asibot. Dieu, nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est à illa arishona. Illa, avec un aïn. C'est la illa arishona. Qu'est-ce que ça veut dire illa? Une cause. Akadosh Baruch Hu, c'est la cause parmi toutes les causes. C'est la cause première, c'est l'origine. En d'autres termes, que dit Dieu quand il se dévoile à l'Égypte? C'est vrai qu'il a éclaté les Égyptiens, mais il les a éclatés. On ne va pas faire une étude maintenant par les 10 plaies qui montrent à quel point c'est lui qui est l'origine de toute chose. Dans les 10 plaies, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à l'Égypte comme étant à Illa Arishona. Pour les Égyptiens, il y a plein de Ilot, l'une plus forte que l'autre. Mais Dieu s'est dévoilé aux Égyptiens comme étant la Illa Arishona, la première cause, l'origine des origines. Ce n'est pas que j'ai persécuté les îles, on s'en fout de ça. Mais mon CV, c'est que je suis la cause de toute cause. La Ness, lorsqu'elle voit le malach et que Bilam ne le voit pas et que finalement il le voit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit Italalt bi. Tu es devenu, toi, la Ness, une illa plus importante que moi. Tu es plus une cause dans le dévoilement de Dieu que moi, puisque toi, tu as réussi à le voir et pas moi.
En d'autres termes, Bilam est en train de nous dévoiler que seul l'attachement à la cause première pourra être l'attachement qui marchera. Et la cause première, c'est Akadosh Baruch Hu. Si on a dit que son CV, c'était donc Italalti Bemitzraim, quand on dit dans le CV, dites-moi une phrase qui vous représente, eh bien Dieu, ça sera Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Évidemment que pour nous, le judaïsme, la définition la plus centrale du divin, c'est son unité. Hashem Echad. Cette dimension d'unité est donc la dimension, comme on l'avait expliqué, qui est la recherche permanente du peuple juif. Cet idéal permanent du peuple juif de rechercher l'unité. Et on avait expliqué dans la paracha, si je ne me trompe pas, dans la paracha de Korach, on avait expliqué que c'est pas parce qu'on regarde la globalité d'Israël qu'on n'est pas capable de dire là où ça va pas bien. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure sur mes amis de la Knesset. Je suis fan d'eux, ils remplissent un rôle extraordinaire et Knesset Israël, c'est Kodesh Kodashim. Et pourtant, il y a plein de gens là-bas dans cette Knesset qui font n'importe quoi. Et ça ne remet pas en cause mon intérêt et mon attachement à l'État d'Israël. Bien au contraire. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens pendant la Hitnatkout, pendant le démantèlement à Gaza, enfin à Gush Katif, qui ont perdu leur je ne vais pas dire émouna, mais leur compréhension de la Kedusha de Médinat Israël. C'est absurde. L'État d'Israël et son gouvernement de l'époque ont fait quelque chose de terrible, terrible socialement, terrible moralement et complètement interdit d'après la Torah. Mais ça n'enlève en rien la Kedusha qu'il y a dans l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est Kadosh, même Shelet Israël, c'est Kadosh, Hamem Shala, ce gouvernement spécifique, formé de gens spécifiques, ben il est ce qu'il est, ou il est bien ou il n'est pas bien, ça dépend. Et quand il n'est pas bien, il faut le changer. Bekitsour, la dimension d'unité, elle est centrale. Or, Bilam le comprend très bien. Il comprend très bien que s'il veut attaquer les Bnei Israël de manière globale, ça ne marchera pas. Et donc, à chaque fois qu'il va essayer de maudire les Bnei Israël, il dira « Prends-moi un endroit où je pourrais voir que FS4C ou tiré, c'est-à-dire une partie seulement du peuple juif. Parce que si je les prends dans leur intégralité, je n'y arriverai jamais. Parce qu'ils représentent trop Hashem Echad. » La paracha de Balak, c'est la paracha où, certes, pour l'instant, on n'a rien fait, mais Balak et Bilam reçoivent leur réponse. Et la réponse, c'est que Matovo Alecha Yaakov Mishkonotecha Israël. La réponse, c'est toutes ces klalotes qui sont devenues des brachot, qui viennent nous dire Am Israël, dans son idéal, ne peut pas finalement échouer à sa mission. Et sa mission est de rassembler le monde entier autour d'Akadosh Baruch Hu. Bilam, voyant qu'il n'arrive pas dans l'idéal, dans le monde de l'idéal, à remplacer Israël, puisqu'il n'arrivera pas à détruire cette unité-là idéale, alors il décide dans la fin de la paracha de s'occuper d'un autre yetzer du peuple juif, pour essayer de le faire tomber autrement. Et cet autre yetzer du peuple juif, n'en déplaise, n'est pas un yetzer de bassesse, mais bien au contraire, un penchant de grandeur. C'est ce penchant de trop plein de grandeur qui va nous faire tomber à la fin de la paracha. Mais comme l'histoire de la fin de la paracha, eh bien, nous amène directement à la paracha suivante, eh bien, nous en parlerons la semaine prochaine dans notre paracha de Pinchas. À bientôt et Shabbat Shalom, mes amis. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.